Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui concerne le cours de parasitologie générale. En effet, nous allons commencer une série de formations qui est relative à la parasitologie. Pour cela, je vous propose le plan suivant. Donc, ce premier module est relatif aux généralités sur les parasites et le parasitisme. Ce premier module est surtout relatif à des terminologies, à la définition d'un certain nombre de concepts pour que les autres modules soient beaucoup plus accessibles. Après cela, nous commencerons les modules relatifs à l'infestation par les protozoaires, dans lequel nous allons voir deux chapitres, le chapitre relatif à l'infestation par le plasmodium et à l'infestation par les trypanosomes. Après cela, nous allons entamer les infestations par les vers plats ou les platelments. Et dans ce paragraphe, nous verrons la bilharziose ou la schistosomiose, la dystomatose ou la fasciolose et puis les téniasis. Après cela, on attaquera les chapitres relatifs à l'infestation par les nématelments, autrement dit les vers ronds. Et dans ce chapitre, nous verrons les modules suivants: la dracunculose ou le ver de Médine, l'onchocercose ou la cécité des rivières et l'ascaridiose. Après cela, nous verrons les infestations par les filaires et les microfilaires, autrement dit les filarioses. Et dans ce paragraphe, nous verrons la filariose lymphatique ou la filariose de Bancroft, communément appelée aussi l'éléphantiasis. Après cela, il se pourrait que nous attaquions les infestations par les ectoparasites, où on parlera des poux, des puces, mais aussi des galles. Et enfin, nous terminerons par les infestations par les champignons, autrement dit les mycoses, dans lesquelles nous verrons probablement les candidoses et la teigne. Tout naturellement, on commence toujours par une technique de persuasion afin de motiver les jeunes à contribuer à la réalisation du module en réfléchissant, en se focalisant sur le système nerveux central. Car si nous n'utilisons pas notre cerveau, eh bien notre cerveau risque de nous utiliser. C'est ainsi aussi que dans la technique de préciation, nous souhaiterons que tout le monde se fixe un objectif clair, c'est celui d'atteindre son succès. Le succès, il est individuel, à chacun sa vision ou sa compréhension du succès. Le plus souvent, quand on parle du succès, les gens ne voient que l'aspect financier, alors que ce n'est qu'un aspect. Quand on parle de succès, c'est quelque chose qui est beaucoup plus global. Ça peut être sur le plan familial. Quelles sont vos relations avec vos parents? Quelles sont vos relations avec votre femme? Quelles sont vos relations avec vos enfants? Ça peut être sur le plan professionnel, à savoir quelles sont vos relations avec vos collègues de travail. Ça peut être sur le plan individuel, quelle activité physique vous faites, quel régime alimentaire avez-vous, quelle technique de maîtrise de votre pensée faites-vous pour avoir une santé. Ça peut être sur le plan relationnel ou social, autrement dit, quel réseau social avez-vous. Ça peut être sur le plan financier, à savoir, avez-vous atteint votre autonomie financière. Bref, le succès, c'est un concept beaucoup plus large que l'aspect financier sur lequel nous nous focalisons. Dans tous les cas, un succès, quel qu'il soit, il a un prix. Eh bien, le travail est le seul gage du succès. Nous osons espérer que chacun va ramer, chacun va avancer d'un pas, un tout petit peu que ce soit chaque jour, afin qu'un jour, il atteigne son objectif. Donc, en introduction, nous dirons que la parasitologie est l'étude des parasites. C'est une discipline qui est enseignée aussi bien en biologie qu'en médecine. Cependant, si le concept est partout le même,
l'approche, bien que passant par un point commun, l'approche est différente. Autrement dit, l'approche biologique est différente de l'approche médicale. Nous verrons bien qu'est-ce qui les différencie dans les pages qui vont suivre. Il faut dire que les parasites sont des invertébrés qui peuvent être des protozoaires. On peut donner comme exemple les trichomonas. On peut donner l'exemple les giardia qui sont responsables de la giardiose et les trichomonas qui sont responsables de la trichomonose. Les parasites peuvent être des vers, ça peut être des vers ronds, autrement dit les nématodes. Exemple, je peux donner les ascaris responsables de l'escardiose. Ils peuvent être aussi des vers plats et je peux donner l'exemple du ténia responsable de téniasis. Les parasites peuvent être des insectes hexapodes, par exemple les moustiques qui transmettent le paludisme, ça peut être les poux. Les parasites peuvent être aussi des acariens, par exemple Sarcoptes ou les Psoroptes qui sont responsables de la gale. Ils peuvent être aussi des champignons qui peuvent être des champignons microscopiques ou des champignons macroscopiques. Et je peux donner l'exemple des candidats responsables de la candidose ou bien les teignes. Donc, la parasitologie peut être définie comme une branche complémentaire de la biologie animale. Dans ce concept, on définit le parasitisme comme une association entre deux êtres vivants dont l'un qui est le parasite dépend de l'autre qui est l'hôte. Nous savons qu'en biologie, l'association entre deux êtres vivants est du ressort de l'écologie, qui est l'étude du biotope d'un organisme. Ainsi, du point de vue écologique, le parasitisme peut être défini comme un milieu vivant dans lequel vit un être vivant. Donc, le parasitisme, c'est une association hétérotrophe dans laquelle l'un des partenaires, l'hôte, sert de milieu à l'autre qui est le parasite. Donc, le milieu, étant donné que le milieu doit persister, le parasite n'a pas intérêt à tuer son hôte. Donc, un bon parasite ne tue pas son hôte. Il y va de sa propre survie. Par exemple, si vous prenez les ténias, un ténia peut vivre pendant plus de 15 ans dans le tube digestif de son hôte, sans pour autant que l'hôte meure, afin que le parasite puisse vivre aussi longtemps que possible. Le parasitisme ne peut exister qu'entre deux êtres différents, sinon on parle de prédation. Si vous prenez par exemple l'épervier, qui est un oiseau et qui vient manger un poussin d'une poule, donc on parle de prédation. Ou si vous prenez un mammifère comme le lion qui vient manger une biche, dans ce cas on parle de prédation. Donc dans le cas du parasitisme, il s'agit d'une association entre deux êtres qui sont différents. Il faut dire qu'il existe plusieurs autres formes d'association entre les organismes. Tout naturellement, le premier, c'est le parasitisme, qui est une relation biologique durable entre deux êtres vivants hétérospécifiques où l'un des protagonistes, autrement dit le parasite, tire profit d'un autre organisme qui est quant à lui l'hôte. Et il tire les différents profits suivants. Un, c'est pour se nourrir, c'est pour s'abriter et c'est pour se reproduire. Donc, c'est une relation, donc cette relation aura un effet négatif pour l'hôte. Si je prends l'exemple de la relation entre l'homme et le ténia, donc l'homme est l'hôte et le ténia est le parasite. Le parasite tire profit en termes de nourriture, en termes d'abri, en termes de reproduction. Et cette relation, elle est négative chez l'homme. Car pour des raisons de ténia, on peut maigrir, on peut avoir des douleurs abdominales, on peut avoir pas mal de troubles intestinaux. Eh bien, parmi les différents types d'associations, on peut parler de la symbiose. La symbiose, étymologiquement, cela veut dire que les deux êtres vivants vivent ensemble. Donc, c'est une association étroite de deux ou plusieurs organismes différents
mutuellement bénéfiques, voire indispensables à leur survie. Donc, lorsqu'on parle de symbiose, eh bien, cette association est bénéfique pour les deux organismes. Les organismes impliqués sont qualifiés dans ce cas de symbiotes ou de symbiontes. Vous trouverez les deux expressions. Le plus gros peut être nommé l'hôte et la symbiose entend une relation mutualiste. Ici, sur cette image, vous pouvez trouver un exemple de symbiose que vous pouvez retrouver entre les légumineuses qui présentent au niveau de leurs racines des mycorhizes qui leur permettent de vivre de façon symbiotique entre les deux. Parmi les associations, il y a le mutualisme. Le mutualisme, dans son sens premier, exprime la coopération. Je peux donner l'exemple, par exemple, d'un rhinocéros qui vit en mutualisme avec des oiseaux. Le rhinocéros est infesté par des ectoparasites, en particulier des tiques qui l'embêtent. C'est pour cela que les rhinocéros vont aller faire des bains de poux. Eh bien, ces hérons qui sont sur les parasites vont se nourrir de ces insectes qu'il y a sur le rhinocéros. Et le rhinocéros, quant à lui, il va bénéficier parce qu'on va le débarrasser de ces ectoparasites. Je peux donner aussi l'exemple de cet oiseau qui est dans la gueule d'un caïman. En effet, cet oiseau va venir manger les débris de viande qu'il y a dans les dents du caïman et le caïman, quant à lui, il va avoir le bénéfice d'être débarrassé des morceaux de viande qu'il y a entre les dents. Je peux donner aussi l'exemple de l'abeille et de la fleur. L'abeille va venir pour chercher du nectar et du pollen et en même temps qu'il cherche du nectar et du pollen, il va fertiliser la fleur car les pollens vont aller tomber sur les stigmates et germer et assurer la fécondation. Parmi les associations, il y a le commensalisme. C'est une relation entre deux organismes qui est bénéfique à l'un des organismes mais neutre pour l'autre. C'est l'exemple des requins que vous pouvez trouver accompagnés par une cohorte de petits poissons. En effet, ces poissons qui sont commensaux du requin profitent des débris lorsque le requin s'attaque à des proies, à d'autres poissons. Quand il les mange, eh bien, il y a des débris de poissons qui vont s'échapper et ces commensaux vont en profiter. Parmi les associations, il y a la phorésie. La phorésie est un type d'interaction entre deux micro-organismes où l'un, qu'on appelle le phorante, est transporté par un autre qui est l'hôte. Il s'agit d'une association libre et non destructrice. Et bien là, vous voyez bien, c'est pour assurer le transport. Eh bien, vous pouvez trouver aussi des poissons à ventouse qui sont collés sur des requins et les requins assurent leur transport. Vous pouvez trouver aussi d'autres poissons qui se fixent sur le corps d'une tortue de mer et qui vont assurer le transport. Vous pouvez trouver aussi des punaises sur lesquelles vous allez trouver d'autres organismes qui leur servent de transport. Il y a l'inquilisme ou l'inquilinisme. Les deux expressions peuvent être utilisées. C'est une forme d'interaction biologique dans laquelle une espèce se sert du corps d'une autre espèce plus grosse qu'elle comme abri. Dans ce cas, la fonction ici, c'est la fonction d'abri. L'inquilisme est bénéfique pour l'inquilin et neutre pour l'autre. C'est par exemple l'exemple du Bernard ermite. Bernard l'ermite, qui est une anémone de mer, qui profite du mode de locomotion de la pagure, qui est un crustacé. Donc, ce qui fait que le crustacé assure le transport de l'anémone de mer. Dans les associations, il y a des organismes qui sont des saprophytes. Un organisme saprophyte, c'est un organisme qui tire ces substances qui lui sont nécessaires des matières organiques en décomposition.
Donc, ce n'est généralement pas pathogène par opposition au parasitisme. C'est l'exemple des champignons macroscopiques ou des levures qui vivent des matières organiques en décomposition. Toujours dans les différents types d'associations, il faut dire qu'il y a des relations qui sont facultatives. Le parasite facultatif est capable dans ce cas de poursuivre son cycle de vie même en l'absence de l'hôte. A l'inverse, on peut trouver des parasites obligatoires qu'on appelle des holoparasites. Dans ce cas, c'est un parasite qui ne peut pas terminer son cycle de vie sans exploiter son hôte approprié. Donc là, il y a une relation d'interdépendance, ou plutôt de dépendance. Une fois que nous avons vu l'approche biologique, qui est une approche écologique, on va parler de l'approche médicale. La médecine, c'est une discipline dont la finalité est de s'intéresser à l'homme et à sa santé. Dans ce cas, on définit le parasite comme un animal qui s'attaque à l'homme, qui s'y installe, qui nuit à l'homme et qui nuit à sa santé. Donc, l'approche dans ce cas est de trouver un moyen de débarrasser l'homme de son parasite. Donc, dans l'approche médicale, l'approche, c'est le traitement. Autrement dit, c'est de trouver une solution pour empêcher cette association de parasitisme. Les espèces qui s'attaquent à l'homme sont de trois sortes. Un, il y a les parasites. Ce sont les parasites s'attaquent à l'homme, provoquent des maladies qu'on appelle les parasitoses. Elles ont le plus souvent une évolution lente et silencieuse. Et oui, si je prends l'exemple du Taeniasis Athenia saginata, comme je le disais dans l'introduction, il peut vivre pendant 15 ans. Donc vraiment, c'est des pathologies qui sont lentes et qui sont silencieuses. Parmi ceux qui peuvent attaquer l'homme, il y a les bactéries et les virus. Je peux dire que les bactéries et les virus sont des parasites, mais je sais que je vais créer un conflit des cas. Mais même les bactéries et les virus peuvent être qualifiés de parasites parce qu'ils vivent au détriment de la cellule dans laquelle ils vivent, dans le cas des virus, ou bien de l'organisme dans lequel les bactéries se développent. Dans ce cas, les bactéries et les virus provoquent des maladies infectieuses. Et les maladies infectieuses ont le plus souvent une évolution rapide. Je peux donner l'exemple de la fièvre hémorragique d'Ebola qui est fulgurante, qui est due à un virus, plus précisément un filovirus. Je peux donner aussi l'exemple de la typhose qui est due à des salmonelles qui sont des bactéries du tube digestif. Toujours parmi les organismes qui peuvent attaquer l'homme, il y a les champignons. Les champignons provoquent ce qu'on appelle des mycoses. Ils sont des agents qui se contentent généralement, qui se cantonnent autant pour moi, généralement sur la peau pour échapper au système de défense de l'organisme. Et ils provoquent le plus souvent des dermatoses. C'est l'exemple de la teigne, qu'on appelle chez nous en germain Coursa, si j'ai bonne mémoire. Ou bien je pense que Coursa, ça doit être la gale. La teigne, ça s'appelle en Hausa Makero. Ça ressemble à une pièce de 25 francs qui apparaît sur la peau, le plus souvent quand on est jeune, car le plus souvent c'est associé à une carence en acides aminés indispensables. Il y a aussi les candidoses. Ce sont comme les parasites des maladies qui sont aussi à évolution lente. Toujours en termes de terminologie, quelle différence y a-t-il entre une infestation et une infection? En parasitologie, on utilise le plus souvent le terme d'infestation, alors que pour les maladies dues aux virus, aux bactéries, on parle d'infection. Donc quand on parle de parasite, le plus souvent on dit que le parasite infeste, alors que lorsqu'on parle de virus ou de bactéries ou de prions, on parle d'infection. Oui, on peut parler aussi des prions. Les prions, ce sont des micro-organismes constitués pratiquement d'acides nucléiques qui sont à l'interface entre la matière inerte et la matière vivante et qui sont responsables de certains troubles. Je peux donner par exemple la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Je peux donner l'exemple de la maladie
de la vache folle qui sont dus à des prions. Donc, comme je le disais, dans le cas des maladies infectieuses, à savoir les bactéries et les virus, on dit que le malade s'infecte. Donc, on parle d'infection. Parlons un peu de la parasitologie médicale. Eh bien, l'objectif de ce cours n'est pas de faire de la parasitologie médicale. La parasitologie médicale sera l'objet d'un module en Master 2. Et la parasitologie médicale a pour objectif 1, le diagnostic des parasites pour les mettre en évidence à travers soit des examens des selles, soit à des examens hématologiques, autrement dit des gouttes épaisses, des étalements minces, afin de mettre en évidence les parasites hématophages. Et enfin, le deuxième objectif de la parasitologie médicale, c'est la prise en charge médicale des parasitoses. Autrement dit, l'utilisation des antiparasitaires comme l'ivermectine, l'albendazole, les organochlorés, les organophosphorés qui sont utilisés pour les ectoparasites. Oui, j'ai parlé d'ectoparasites. On va essayer de donner la définition de terminologie suivante, à savoir qu'est-ce qu'un ectoparasite, qu'est-ce qu'un endoparasite, qu'est-ce qu'un hémoparasite. Si le parasite s'installe à l'extérieur de son hôte, on parle d'ectoparasite. C'est le cas par exemple dans le cadre de la gale où nous avons des acariens qui sont dans des galeries de la peau, comme les sarcoptès ou les psoroptès. Si le parasite s'installe à l'intérieur de son hôte, on parle d'endoparasite. C'est par exemple le cas du ténia. C'est l'exemple par exemple de l'ascaris. Si le parasite s'installe dans le sang, dans ce cas on parle d'hémoparasite. C'est par exemple le cas du plasmodium. C'est le cas par exemple du trypanosome. Dans ce cas, il faut forcément qu'il y ait un vecteur qui va assurer la sortie du parasite du système sanguin pour être transmis à un autre hôte. Qu'est-ce que c'est que le cycle d'un parasite? En effet, au cours de sa vie, le parasite accomplit une succession de transformations en passant d'un stade larvaire au stade adulte. Cet ensemble de transformations qui se déroule toujours dans le même sens et au cours duquel il passe d'un animal à un autre est appelé le cycle évolutif. Donc le cycle évolutif, c'est l'ensemble des transformations d'un parasite passant d'un stade larvaire à un stade adulte qui se fait le plus souvent soit chez un hôte ou bien chez plusieurs hôtes lorsqu'il s'agit d'un cycle dioxine. Dans ce cycle, il y a l'intervention d'un hôte définitif et d'un hôte intermédiaire. Eh bien, qu'est-ce qu'un hôte définitif et qu'est-ce qu'un hôte intermédiaire? Quelle différence y a-t-il entre un hôte définitif et un hôte intermédiaire? L'hôte définitif, c'est l'hôte qui héberge le parasite à l'état adulte. Celui-ci ne le quitte plus et c'est là que se fait la reproduction sexuée. Donc, l'hôte chez lequel se fait la reproduction sexuée est appelé l'hôte définitif. L'hôte intermédiaire. Les œufs produits par les vers adultes sont expulsés en dehors des urines ou sont expulsés en dehors des selles. Les larves issues de ces œufs vont se développer chez un autre animal avant de sortir et venir à nouveau s'attaquer à l'homme. C'est l'hôte intermédiaire. Eh bien, chez l'hôte intermédiaire, il se passe généralement la reproduction asexuée. Donc, l'hôte chez lequel se fait la reproduction asexuée est appelé l'hôte intermédiaire. S'il faut donner un exemple, je peux donner par exemple l'exemple de la bilharziose. Dans le cas de la bilharziose, l'hôte définitif c'est l'homme, alors que l'hôte intermédiaire, c'est
le mollusque sur lequel se fait la multiplication asexuée. Si je prends l'exemple du paludisme, autrement dit l'infestation par le Plasmodium falciparum, la reproduction sexuée se fait chez le moustique, donc c'est l'hôte définitif, et la reproduction asexuée se fait chez l'homme, donc l'homme est l'hôte intermédiaire. Il existe des hôtes qui sont passifs et il existe des hôtes qui sont actifs. Un hôte passif, c'est un hôte qui le plus souvent sert de transmission du parasite sans pour autant que le parasite se multiplie activement chez lui. Si je prends par exemple une mouche qui se dépose sur une matière fécale et qui prend au niveau de ses pattes une charge de germes ou de matière fécale et vient se déposer sur une assiette de quelqu'un et lui transmet des salmonelles, dans ce cas, la mouche a joué un rôle purement actif. Par contre, si je prends le moustique, qui est le vecteur du paludisme, nous savons bien que le plasmodium se multiplie activement chez le moustique. Dans ce cas, le moustique est un vecteur qui est actif et qui n'est pas seulement passif. Donc, en fonction des hôtes définitifs et intermédiaires, on peut distinguer des cycles courts, qu'on appelle aussi des cycles directs, ou des cycles monoxènes. Autrement dit, ce sont des cycles qui existent un seul hôte. À l'inverse, on peut trouver des cycles qui existent plus d'un hôte. Dans ce cas, ils peuvent être de deux. C'est des cycles dioxènes, par exemple. OK? Donc là, nous avons le cycle de la bilharziose. Nous savons que la bilharziose est due à des parasites. Dans le cadre de notre contexte nigérien, nous avons surtout deux parasites, à savoir Schistosoma hematobium, qui est responsable de la bilharziose urinaire, et Schistosoma mansoni, qui est responsable de la bilharziose intestinale. Eh bien, les œufs de bilharziose ou de bilharzie ou de schistosome sont éliminés par les matières fécales dans le cadre de Schistosoma mansoni et par les urines dans le cadre de la schistosomiose à Schistosoma hematobium. Ces œufs, une fois en contact avec l'eau, vont s'embryonner et donner une larve ciliée qui s'appelle la myracidie. Cette myracidie va rencontrer un mollusque qui peut être un bulin, soit un planorbide, soit un onchomélania, et l'infester. Après cette infestation, cette larve va évoluer et va faire ce qu'on appelle le processus asexué. Elle va passer de myracidium à l'aridie, de l'aridie à la cercaire, de la cercaire à la métacercaire. Et la métacercaire va sortir du mollusque pour contaminer un patient par effraction cutanée. Et la schistosomie va se localiser au niveau soit de la vessie dans le cadre de la schistosomose à Schistosoma mansoni, soit au niveau de la veine porte dans le cadre de la schistosomiose à Schistosoma hematobium. Et le cycle est bouclé. Donc nous avons un cycle dioxène, autrement dit un cycle qui fait intervenir deux hôtes, un hôte intermédiaire qui est un mollusque et un hôte définitif qui est l'homme. En germain, je pense que la bilharziose s'appelle Totosa. Elle est caractérisée par une hématurie. Vous constaterez les enfants à l'école primaire qui sont dans les zones où il y a du fleuve, comme Terra, comme Kolo, comme Mehana, comme Tilaberi. Ils peuvent avoir de l'hématurie macroscopique. Parlons à présent des caractéristiques propres au parasitisme. Parmi les caractéristiques propres au parasitisme, il y a d'abord la spécificité d'hôte. En effet, un parasite ne peut se développer qu'à l'intérieur de son hôte pour lequel il est destiné. Donc, il a un hôte qui est spécifique. Il ne peut se développer nulle part ailleurs. C'est l'exemple, par exemple, de l'anophèle et du VIH. Nous savons bien que le virus n'est pas viable dans le tube digestif des anophèles.
C'est pour cela que les moustiques ne transmettent pas le VIH. D'autre part, le moustique n'a pas les récepteurs cellulaires du virus, ce qui fait que le virus ne peut pas se développer chez le moustique. Si c'était le cas, très certainement ça allait être une hécatombe dans les pays où se trouve le paludisme, particulièrement dans la zone intertropicale, si le moustique transmettait le virus VIH. Donc, il faut dire que dans le cas de l'anophèle femelle et du plasmodium, donc il y a une certaine spécificité de l'anophèle dans le cas de la transmission du plasmodium. La deuxième caractéristique du parasitisme, c'est le pouvoir exceptionnel de reproduction. Un pouvoir exceptionnel de reproduction. Le parasite est comme un être pour lequel tous les problèmes sont résolus. Il ne pense qu'à se reproduire et fait en sorte de conquérir le plus grand nombre d'individus. La femelle ne pense qu'à pondre tout le temps. Eh bien, ce pouvoir de reproduction est illustré par exemple par les deux exemples que je vais donner. Le premier exemple, quand vous allez faire des examens de sel, le laborantin prélève une infime quantité au bout d'un brin d'une allumette pour faire son examen. Pourtant, les sels des patients vont contenir des millions, voire des milliards d'œufs. Donc, regardez, quelque chose qui est prélevé au bout d'un brin d'allumette, d'une brindille d'allumette, mais par contre, quand on fait l'examen, on va trouver des millions et des millions d'œufs. Donc, vraiment, il y a un pouvoir exceptionnel de reproduction. Le deuxième exemple que je vais donner, l'homme, il a en moyenne 5 litres. Lorsque vous voulez faire un examen hématologique, vous allez prendre à peine 2 microlitres que vous allez déposer sur une lame et faire votre étalement mince. Pourtant, lorsque vous allez faire votre comptage, vous pouvez trouver des patients avec, par exemple, 200 000 parasites par microlitre. Je dis bien 200 000 parasites par microlitre de sang. Donc, imaginez le nombre, comment se fait ce pouvoir exceptionnel de reproduction. La troisième caractéristique du parasitisme, c'est la localisation. Pour évacuer les œufs, le parasite s'installe toujours à côté d'une porte de sortie. C'est ainsi qu'il peut utiliser la voie intestinale. Dans ce cas, l'évacuation se fait par les selles. C'est par exemple le cas des œufs d'ascaris qui sont évacués par voie digestive. Il y a la vessie. Dans ce cas, l'évacuation se fait par les urines. C'est le cas par exemple des œufs de schistosome. Il y a par exemple le sang dans lequel le parasite envoie tantôt des œufs, tantôt des larves issues de ces œufs. Ceux-ci sont le plus souvent aspirés par des vecteurs hématophages, comme par exemple l'anophèle dans le cadre du paludisme, ou la glossine dans le cadre de la trypanosomose. Eh bien, c'est surtout des vecteurs hématophages qui assurent la sortie du parasite. Toujours dans le cadre des caractéristiques du parasitisme, il y a la digestion. Le tube digestif devient alors simple, un simple réservoir, parce que les aliments que reçoivent le parasite sont pratiquement métabolisés et entièrement transformés. Prenons l'exemple de Taenia saginata qui se trouve dans le tube digestif, plus précisément au niveau du jejunum. Eh bien, les aliments avant d'arriver au niveau des intestins sont déjà mâchés au niveau de la bouche, ils sont prédigérés au niveau de l'estomac et quand ils arrivent au niveau des intestins, c'est carrément le chyle qui arrive. Donc, ce qui fait que le parasite, il n'a pas beaucoup d'activité de digestion à réaliser, car tout ce qui lui arrive est déjà digéré. C'est pour cela, chez les parasites, le tube digestif devient le plus souvent un simple réservoir, car les aliments ou le sang qu'il utilise est un produit fini qui n'a pas besoin d'une grande transformation. Toujours parmi les caractéristiques, il y a la régression des fonctions, au-delà de la fonction digestive, il y a la régression des fonctions
comme la locomotion, qui sont des fonctions inutiles. En effet, le ver adulte, une fois installé, il n'a pas besoin de se déplacer. Donc la fonction de reproduction et la fonction de croissance sont les fonctions les plus importantes. La fonction de digestion et la fonction de locomotion sont des fonctions inutiles et c'est pour cela qu'elles régressent. Après avoir défini les caractéristiques du parasitisme, toujours dans le cadre de la terminologie, on va parler de l'entomologie et de la malacologie. L'entomologie, c'est l'étude des insectes, alors que la malacologie, c'est l'étude des mollusques. Après cette définition, on peut se demander, mais pourquoi les insectes et les mollusques dans la parasitologie? En effet, pour répondre à cette question, il faut se rappeler qu'il y a des vecteurs qui puisent le parasite chez une personne malade pour l'inoculer à une personne saine. Ils sont donc des agents responsables de la transmission des maladies. Donc, les insectes étudiés, les mollusques étudiés sont le plus souvent des hôtes intermédiaires ou des vecteurs. Les insectes transmettent la maladie, ce sont des vecteurs, ils assurent la transmission. Et les mollusques sont le plus souvent des hôtes intermédiaires chez lesquels se font la reproduction asexuée avant de passer à l'homme. Donc l'importance de ces hôtes dans la transmission et dans la dissémination de la maladie a entraîné l'introduction de ces deux disciplines nouvelles. L'entomologie et la malacologie donc sont des branches de la parasitologie. Le but de l'entomologie et de la malacologie, ces deux disciplines visent trois objectifs. 1. Faire comprendre le mécanisme par lequel le vecteur intervient réellement. Tout le monde sait que c'est le moustique qui transmet le paludisme. Mais l'entomologie va permettre de pousser les investigations et de dépasser ces connaissances très vagues pour aller dans les connaissances les plus fines. À savoir, comment, par exemple, le plasmodium se multiplie chez le moustique. Comment est-ce que le moustique transmet le plasmodium? Le but de l'entomologie et de la malacologie, c'est aussi d'aider au diagnostic du parasite par la biologie du vecteur et sa répartition géographique. En effet, si on établit la carte de répartition géographique d'un parasite, elle coïncide exactement avec la carte de la répartition de son vecteur. C'est par exemple le cas de l'onchocercose qui se limite au Niger, dans la région du Tamou, qui se trouve dans le parc du W. Eh bien, son vecteur, à savoir la simuli, se trouve également dans cette zone. Donc, il y a une superposition entre la zone de répartition de la maladie et la zone de répartition du vecteur. Le but de l'entomologie et de la malacologie, c'est aussi de montrer que l'éradication d'une maladie peut se faire par éradication de son vecteur. En effet, quelle que soit la maladie, la méthode de lutte se résume au fait à interrompre le cycle biologique du parasite. Donc, quelle que soit la stratégie, quel que soit le problème qu'on va vous poser, si on vous demande les mesures de lutte, songez à établir le cycle biologique et à l'interrompre. Je prends par exemple le cycle biologique du plasmodium. Nous savons que le paludisme est transmis par un vecteur qui est l'anophèle femelle qui inocule les sporozoïdes. Les sporozoïdes vont subir la phase hépatique, puis la phase érythrocytaire, puis la phase gonotrophique. Eh bien, lorsque je mets une barrière entre le moustique et l'homme pour empêcher que le moustique pique l'homme, par exemple la moustiquaire, dans ce cas, j'interromps le cycle à ce niveau. Si j'utilise une substance, par exemple, qui agit au niveau du foie pour tuer les parasites dans leur phase hépatique, par exemple la primaquine, eh bien, j'interromps le cycle pendant la phase hépatique. Si j'utilise un antibiotique qui agit au niveau de la phase érythrocytaire, par exemple de l'artémisinine, eh bien, j'interromps le cycle pendant la phase érythrocytaire. Si j'utilise un médicament qui tue les gamétocytes, donc j'interromps le cycle au niveau de la transmission. Si j'utilise un outil qui tue par exemple les vecteurs, à savoir les moustiques, par exemple les insecticides, dans ce cas, j'interromps le cycle au niveau du vecteur. Bref,
quelle que soit la stratégie, quand on vous demande des mesures de lutte, reconstituer le cycle biologique du parasite et essayer de l'interrompre à différents niveaux, ce qui vous permettra de mettre au point différentes stratégies pour vous débarrasser de la pathologie. La plupart des vecteurs de parasites se retrouvent en zone intertropicale où ils trouvent les conditions favorables à leur développement. Cette zone se trouve entre les tropiques de Cancer, qui est au niveau du 23e degré de latitude nord, et le tropique de Capricorne, qui se trouve au niveau du 23e degré de latitude sud. Et comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Voilà la zone intertropicale, dans laquelle se trouvent beaucoup de pays d'Afrique, beaucoup de pays de l'Amérique latine, beaucoup de pays de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est. Donc, ceci pour dire que quand il y a un certain nombre de pathologies en Afrique, ne pensez pas que c'est parce que les Africains sont soit sales, soit incapables. Non, le plus souvent, ce sont des facteurs écologiques ou des facteurs climatiques qui sont favorables au développement des vecteurs qui expliquent un certain nombre de pathologies dans la zone intertropicale. Mais il ne faut pas voir aussi que l'aspect défavorable. Imaginez si vous vivez par exemple au Groenland. Moi, je préfère vivre au Niger que de vivre au Groenland. Et oui. Donc, chaque espace géographique a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Parlons à présent de l'appareil buccal des insectes. En effet, chez un insecte, l'ensemble des organes situés à l'intérieur de la bouche sont appelés les pièces buccales ou l'appareil buccal. Les pièces buccales sont adaptées en fonction du régime alimentaire de l'insecte. C'est ainsi qu'on peut distinguer des pièces buccales de type broyeur, par exemple chez le criquet, des pièces buccales de type lécheur, par exemple chez l'abeille, des pièces buccales de type piqueur chez le moustique. Le but de ce dernier appareil est de piquer et enfin de sucer le sang de son hôte. Donc on va un peu s'appesantir sur les pièces buccales de type piqueur-suceur qu'on rencontre chez les moustiques. L'appareil buccal chez le moustique est composé de 5 stylets piqueurs sous la forme de couteaux pointus et tranchants des deux côtés. Il y a le labre de l'hypopharynx et le labre de l'épipharynx. Ces deux derniers organes sont des tubes creux qui sont comme la trompe d'un éléphant. Eh bien, les pièces buccales sont enfermées dans un fourreau appelé la trompe, qui a une ouverture latérale permettant la sortie ou le rangement des pièces. La trompe se termine par deux extrémités arrondies appelées labelles. Eh bien, comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Dans ce cas, nous avons la trompe et lorsque la trompe s'ouvre, on voit les pièces buccales du moustique. Donc là aussi, c'est une coupe qui permet d'analyser les différentes pièces du moustique. Là, c'est un schéma. Lorsqu'un insecte hématophage se pose sur un homme pour piquer, voilà les différentes étapes qui se passent ou le processus qui se met en place. La trompe s'ouvre pour libérer les 5 stylets. Les 5 stylets s'enfoncent doucement dans la peau. Leur nombre favorise la probabilité de trouver un vaisseau sanguin. Les labelles vont se disposer comme deux mains pour guider les stylets. La pénétration se fait sous l'effet de la poussée de la tête de l'insecte. Et finalement, les vaisseaux sanguins sont atteints et perforés. Et une fois que les vaisseaux sont perforés, le sang sort des vaisseaux et constitue une microplaque. Et bien, en ce moment, l'hypopharynx va injecter une salive qui est anesthésiante et qui est anticoagulante. Et bien, cette salive supprime la sensation de douleur et elle va empêcher que le sang se coagule. Même si deux fois, le moustique peut manquer cette anesthésie et le plus souvent, il finit par laisser sa peau. Et bien, par l'épipharynx,
L'insecte aspire le sang et se nourrit. Et une fois gorgé, il retire ses stylets et il reprend son vol. Dans les conditions normales, il met tout en œuvre pour que la personne ne sente pas la douleur. C'est-à-dire que la douleur n'intervient que quelques minutes après la piqûre, autrement dit après son départ. Cependant, il peut être tué si l'anesthésie n'était pas suffisante. Parlons un peu de la disposition des moustiques au repos. Nous voyons ici la disposition des moustiques selon que nous ayons en face de l'anophèle, des Aedes ou des Culex. La disposition au repos n'est pas la même. Là, dès que nous voyons la position, il s'agit de l'anophèle. L'épaisse buccale des abeilles et des fourmis sont différentes. Les abeilles et les fourmis piquent pour se défendre. Ils ont à l'extrémité postérieure un appareil appelé dard, qui est un aiguillon permettant de piquer et d'inoculer une substance chimique douloureuse. Lorsqu'un insecte hématophage aspire du sang d'un sujet parasité, il prélève en même temps des parasites. Et oui, donc le plus souvent, la transmission d'un parasite par un insecte hématophage se fait lors du repas sanguin. Ceux-ci vont évoluer à l'intérieur de l'insecte et finissent toujours par arriver au niveau des glandes salivaires. Lorsque cet insecte parasité va prendre un autre repas sanguin, c'est un sujet qui est sain, eh bien, il va commencer par lui injecter sa salive. Or, cette salive contient les parasites et c'est ainsi qu'il va contaminer le sujet sain. Parlons à présent des différentes méthodes d'étude des parasites. Il faut dire qu'il existe deux méthodes d'étude des parasites. On peut étudier les parasites en suivant les groupes zoologiques, autrement dit en s'appesantissant sur la systématique, mais on peut aussi faire l'étude suivant les vecteurs. C'est ainsi que si on utilise les vecteurs, on peut distinguer des maladies à transmission vectorielle comme le paludisme, comme la filariose de Bancroft, comme l'onchocercose, comme la trypanosomose. Il y a aussi des maladies à transmission par les mollusques, comme la bilharziose ou la dracunculose. Et enfin, il y a des maladies à cycle direct qui n'exigent pas d'hôte intermédiaire. Eh bien, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de ce premier module introductif relatif aux parasites et au parasitisme. Il fut relativement long, mais qu'à cela ne tienne, je pense que ce sont les éléments fondamentaux qu'il faut mettre au point afin que, quand nous allons commencer à s'attaquer aux différents chapitres, que cela soit beaucoup plus facile. Je ne terminerai pas sans vous demander, de vous abonner afin de recevoir automatiquement tous les autres modules que nous ferons. 2, de partager afin que l'algorithme de YouTube reconnaisse cette formation, mais aussi et surtout de liker afin que cette communauté soit promue. Nous avons la ferme conviction que c'est exclusivement par la science et la technologie que nous allons mettre les bases d'une industrialisation et d'un développement économique de l'Afrique. Donc, nous sommes tous acteurs. Je fais ma part. J'ose espérer que vous ferez votre part. Sur ce, je vous remercie et je vous donne rendez-vous au module prochain. On va s'attaquer aux modules qui sont relatifs aux protozooses, aux modules qui sont relatifs aux vers, aux nématodes, puis aux platelminthes, puis aux filaires, puis aux insectes et aux champignons éventuellement. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine fois.